Samuel, on se retrouve pour un nouveau chapitre. Avec plaisir. J'aimerais à présent que tu nous parles plus précisément de l'homme semence de Rudyard, que tu as eu la chance, le privilège de rencontrer, de côtoyer pendant plusieurs années. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son enfance, de pourquoi il a migré aux États-Unis? Rudyard est né en France, effectivement, à Paris, en 1895, exactement. Et Bélier, hein, il était, ouais. C'était ces jours-ci, quoi, son anniversaire. Et à l'âge de 21 ans, il est parti aux États-Unis. D'une part parce que, pour la musique, parce que c'était avant tout un musicien, un compositeur. Il a beaucoup travaillé avec Debussy. Il avait écrit un livre. Il a écrit un petit fascicule, un petit livre plus qu'un fascicule, qu'on peut trouver encore aujourd'hui sur Debussy. On peut le trouver, je crois. Tu vas dans une librairie musicale, on peut le trouver encore. Et déjà, dans ce petit livre, il y avait en filigrane tout ce qu'il allait développer par la suite. Mais en fait, il est parti pour la musique, il devait performer, on dit ça en français, performer? Oui, ouais. Aujourd'hui on le dit. Aujourd'hui on le dit. Une de ses œuvres au Metropolitan Opera, une de ses œuvres musicales, et puis il avait rejoint ce qu'on appelait le groupe français des musiciens en Amérique, dont Edgar Varèse par exemple. Et c'était le jour de l'entrée en guerre des États-Unis, la Première Guerre mondiale. Qui a totalement, évidemment, 1916. éclipsé. Et donc, du coup, il s'est retrouvé le bec dans l'eau, quoi, si on peut dire. Et puis, il me racontait qu'il avait été dans les bibliothèques, tout ça, étudié, et puis il a commencé à étudier l'ésotérisme, les philosophies, l'Inde, le bouddhisme, la théosophie et l'astrologie, bien sûr, qu'il a commencé à reformuler. Alors il me disait toujours, parce que quand je suis allé le voir, il avait 85 ans déjà, et donc il allait partir à 90 ans, 5 ans plus tard, et il me disait, tu te rends compte, on l'a opéré d'un rein dans son adolescence, on lui a enlevé un rein. Et à l'époque, c'était quand on avait une opération aussi rigoureuse que ça, aussi difficile. De nos jours, ça passe, on pourrait dire presque, hein, avec tout ce qu'il y a. Mais il était condamné à mourir jeune. Et il me dit, tu vois, hein, ouais, 90 ans. 90 ans, ouais. Mais je crois que c'est grâce à ça qu'il a été réformé, peut-être. Alors il a été réformé grâce à ça, oui. Ouais. Parce que sinon, il serait peut-être même mort sur le champ de bataille. C'est possible. Ouais. Enfin, bon, on ne va pas refaire l'histoire, en tout cas. C'est possible, mais il est parti, 21 ans, c'était en 1916. Donc, Et une de ses idées, c'est de quitter le vieux monde pour aller vers le nouveau monde. Pour lui, l'Amérique, c'était le nouveau monde. Parce que c'était encore un pays nouveau, neuf, avec plein de potentialités et de possibilités d'expression, ce qui n'était pas faux du tout, hein, de toute façon. Oui, puis je crois qu'il ne se retrouvait plus du tout en Occident. La philosophie occidentale Oui, il y avait quelque chose qui était désuet. Donc il est allé là-bas, et puis après il est allé à Los Angeles. Il m'a raconté qu'il avait participé, il avait figuré dans des films muets. Ah oui, à Hollywood. À Hollywood. Dans les débuts. Dans des films muets que j'ai vus d'ailleurs. C'est rigolo de le voir. Et comme il avait une figure christique, il a joué le Christ dans certains films muets. Hein, quand même. Voilà, et puis bon, progressivement, il a développé son astrologie. Il a écrit de nombreux articles dans différentes revues américaines. Et c'est à partir surtout des années 60 qu'il a été découvert par les hippies. Oui, parce qu'avant ça, je crois qu'il il a ramé, et puis l'approche de l'astrologie qui était la sienne était tout à fait novatrice, à contre-courant de l'astrologie traditionnelle. Mais quand les hippies, toute cette période qu'on appelait les 16,
60s, hein, et ben, qui sont branchés sur l'Inde, sur tout le côté psychédélique et tout ça. Ça dérangeait Rudyard, le côté psychédélique. Mais enfin bon, mais ils l'ont découvert en même temps que Hermann Hesse, des gens comme ça. Que la grande vague donc, aussi. Ouais, la grande vague. Et du que j'ai Viking vécu. aussi, oui, que tu as vécu en plein, toi. Que j'ai vécu en plein, j'étais un participant. Et donc, il a été découvert à ce moment-là, et puis son astrologie s'est développée aux États-Unis, d'abord. Et c'est un petit peu, c'est beaucoup toi qui l'a fait connaître en France. Alors, pas que moi. Bon, Germaine Ollet, Alors, Charles Germaine Bougat. Ollet, mais Ruperti. Oui, Ruperti aussi, oui. Ruperti, qui était plus âgé que moi, il avait l'âge de mon père, hein, Ruperti, ou à peu près. Je crois qu'il était né en 1913, mon père est né en 1912. Ruperti a rencontré Rudyard à plusieurs reprises, mais il a développé une approche de Rudyard qui n'est pas du tout la mienne. Les fondements sont les mêmes, les outils sont les mêmes, mais moi je mets plus l'accent sur le côté spirituel, alors que Ruperti me disait non, d'abord l'astrologie humaniste, c'est d'abord intégrer la personnalité, on ne peut pas construire une vie spirituelle si on n'a pas une personnalité intégrée. Ce qui est tout à fait juste, au demeurant. Hein, mais je disais qu'on peut faire les deux en même temps. Donc toi, tu vas plus loin, en quelque sorte. On peut dire je vais plus loin, ouais. Quand je parlais de transpersonnel, en suivant Rudyard d'ailleurs, dans un petit livre qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle « De l'astrologie humaniste à l'astrologie transpersonnelle », qu'il faudrait traduire d'ailleurs, hein, j'avais commencé à le faire. Et donc, il montre que l'astrologie humaniste, c'est un passage, c'est une étape. L'astrologie transpersonnelle, c'est passer du plan individuel au plan transpersonnel. Et là, on rejoint, comme il l'a fait d'ailleurs, je lui ai demandé pourquoi tu appelles l'astrologie humaniste. Il dit parce que j'étais en phase avec la psychologie humaniste de l'époque. Oui. Et quand certains psychologues humanistes sont devenus psychologues transpersonnels, comme Abraham Maslow, comme Assagioli, bon, lui, on pourrait l'associer à Roberto Assagioli, c'est la psychosynthèse, qui était un ami de Rudyard d'ailleurs. Il appelait astrologie transpersonnelle. Alors il faut lire Abraham Maslow pour bien comprendre. On connaît bien la pyramide de Maslow, mais c'est un des aspects de... C'est la tarte à la crème. C'est pas Maslow. Oui, c'est Maslow, mais Maslow, c'est tout. Devenir le meilleur de soi-même. Il faut lire vers une psychologie de l'être. Rudyard me disait, il faut que tu lises Maslow. Donc ce que j'ai fait, évidemment. Maslow, puis après il y a eu Stanislas Grof. Oui. Hein, dans cette dynamique-là, Eric Fromm, enfin, mon astrologie a tout un fondement spirituel, qui, comme je l'ai expliqué dans la précédente émission. Mais il y a toute cette dimension de psychologie transpersonnelle qui permet justement de relier l'individuel et le transpersonnel. Dans la lignée de Jung aussi, qui, alors, le point de chemin départ, d'individuation, mais il y a Jung, une dimension spirituelle aussi chez Jung. Qu'il avait beaucoup étudié, je crois. Oui, il a beaucoup étudié Jung. D'ailleurs, dans le premier livre qu'il a écrit, qui s'appelle « L'astrologie de la personnalité », qui a été publié en 1936, qu'il a écrit entre 1934 et 1936, c'est basé sur Jung. Oui. Hein, c'est toute l'approche, une approche jungienne, on peut dire, de l'astrologie. D'ailleurs, une anecdote intéressante, c'est que l'astrologie de la personnalité, en anglais, donc aux États-Unis, a été éditée par Alice Bailey. Ah oui, par le Lucis Trust d'Alice Bailey. On retrouve ce fondement de la théosophie. On retrouve qui a tout vraiment... ça, ce lien, qui était une amie de Rudyard, et c'est elle qui a incité Rudyard à écrire ce livre en disant « Ouais, avec tout ce que tu proposes et tout, c'est... » Oui, parce qu'il écrivait des artictres. Il écrivait plein d'articles. Oui, et à un moment, elle lui a demandé de... Enfin, elle lui a proposé alors, c'est un livre extraordinaire. Quand j'ai été mis en correspondance avec Rudyard au début, par l'intermédiaire de Germaine Ollet, et j'ai lu tous les livres de Rudyard, évidemment en anglais à l'époque, il n'y en avait qu'un qui était traduit, auquel j'ai participé à la traduction, Le cycle de la lunaison, mais il n'y avait aucun livre de lui qui était encore traduit. Et donc j'avais écrit à Rudyard de manière enthousiaste et tout ça. Je lui ai dit, bon à ce moment-là on se voyait quoi,
Je lui ai dit, voilà, je voudrais que votre œuvre soit éditée en français. Et Germaine, elle me dit, ben, allez voir la librairie de Médicis. Et donc, je suis allé voir Annick Gignoux, elle s'appelait. Elle avait repris cette fameuse librairie ésotérique que son père avait créée, Monsieur Gignoux. Et elle développait ça. C'est eux qui ont édité la librairie de Médicis, le premier Yiking, tu sais, avec le la Willem, traduction de Willem. Ouais. Ouais. Alors là, ça marchait comme sur des roulettes. Ça marche toujours d'ailleurs, hein, cette édition-là. D'ailleurs, je l'ai trimballé dans mon sac à dos quand je suis allé en Inde et tout. Je tirais le Yiking, tout ça. Et donc, je lui parle de Rudyard. Et je lui dis, c'est l'astrologue de l'ère à venir, l'astrologue du 21e, puisqu'on était encore au 20e, et au-delà de l'ère du Verseau. Elle a été convaincue parce que je lui ai dit, elle me dit, donne-moi 5 livres de Rudyard à l'attention du public français que tu voudrais voir traduits. J'ai dit l'astrologie de la personnalité en premier, les symboles sabiens, parce que ça c'est peu, l'astrologie et psyché moderne, l'approche astrologique des complexes psychologiques et la pratique de l'astrologie. J'ai dit ces 5-là pour commencer. Alors elle me dit, ben, tu veux pas traduire? Je dis, je pensais pas traduire. Ouais. Je dis, mais je demande pas mieux. Par quoi tu commencerais? Je dis, je commencerai par la pratique de l'astrologie. Bon, après, c'est toute une histoire. Finalement, j'en ai traduit que 2. Hein, oui, tu en parles très bien dans ton livre, d'ailleurs, qu'il y a eu des... Il y a eu des histoires, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est le passé. J'ai traduit l'astrologie et psyché moderne et l'approche astrologique des complexes psychologiques. Et là, j'espère pouvoir terminer, parmi tout ce que j'ai à faire, l'approche astrologique des complexes psychologiques... Non, de l'astrologie humaniste à l'astrologie transpersonnelle. Mais il en parle dans d'autres livres qui ont été par la suite, plein de livres ont été traduits. Il en parle, je crois, dans la dimension galactique de l'astrologie, il en parle dans tous ses livres, il fait allusion à l'astrologie transpersonnelle. Donc, il y a tout ça qui est en soubassement dans cette approche. Et Rudyard m'avait dit, donc j'ai vécu près de lui pendant 2 ans, la 2e année avec des retours entre Paris et la France, que je raconte d'ailleurs. Hein. Je ne pensais pas revenir en France, mais enfin bon, la chose, il m'a dit, c'est en France que tu dois être, quoi. C'est en France que tu dois être. Et puis il m'a dit, moi je suis un seedman, un homme semence, j'ai élaboré toute une vision et tout, de l'astrologie et tout. Toi, tu es un apostolic man, un apôtre, quoi. Tu es là pour mettre en pratique tout ce que... À ta manière, il m'a dit. N'oublie pas, à ta manière. Il ne faut pas que tu répètes comme un perroquet ce que j'ai pu dire, ce que je fais d'ailleurs. Hein. Je le cite tellement souvent et parfois mot à mot. Mais en fait, c'est vrai que je le... Oui, d'autant plus que Rudyard, à ma connaissance, il ne donnait pas de consultation. C'était surtout un théoricien. Il en a donné quelques-unes, oui. Mais c'était avant tout un théoricien, un surtout philosophe, un théoricien, philosophe, un penseur, un chercheur. Que toi, tu es sur le terrain. Moi, je suis vraiment un praticien. Voilà, donc je trouve que... Et en 50 ans de pratique de la consultation, j'en ai vu du monde. Oui, tu as mis vraiment en application. Je l'ai mis en application, oui. Et dans ma propre vie, à commencer dans ma propre vie. Avec les cycles et tout ça, le cycle de la lunaison progressée, tous ces outils qu'il a élaborés. Et Ruperti en parlait aussi, mais d'une manière plus théorique, si tu veux. Et alors que moi, c'est vraiment ancré dans la vie, quoi. Toi, tu as pris ton bâton de pèlerin et tu as... Voilà, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Et voilà, je suis parti sur les routes de France. Pour divulguer la bonne parole. Et de Navarre, pour donner la bonne parole. Et alors, c'est vrai que toute son approche des cycles, bon, c'est un des grands apports de Rudyard. J'ai lu quelque part, j'ai trouvé ça intéressant, qu'il en avait eu l'intuition très jeune, à 16 ans, et il s'était dit... On le retrouve dans le petit livre de Debussy, sur Debussy. Que le temps est cyclique, et puis bon, après... il a apporté deux notions importantes, déjà, le holisme. C'est-à-dire que le but, c'est de voir un thème dans sa globalité.
on ne peut pas prendre une partie du thème et puis l'analyser sans la réintégrer dans la dynamique du thème. Ce que faisaient avant les astrologues. Ce que faisaient avant les astrologues. Vénus en poisson en maison 8, ils empilaient comme ça des aspects. Parce que le même aspect qu'on peut retrouver dans 2 thèmes différents, déjà, suivant le contexte général, ça ne va pas prendre tout à fait la même signification. Et ce qui est important, ce que ne font pas les astrologues forcément, c'est le vécu de la personne qui va nous dire. Oui. Oui. Il y a 1001 façons de vivre. C'est pour ça que moi, je ne parle pas de consultation à proprement parler. Je parle d'entretien. Oui, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Tu n'es pas là pour... voilà. Je ne suis pas là pour dire... Bon, au début, bien sûr, je vais dire, bon, voilà, qui vous êtes et comment... Alors, pour épater, déjà. Ah oui, mais c'est exactement ça. Non, au début, c'était comme ça que je disais, mais non, c'était pour... si tu veux, pour enclencher l'entretien, quoi. Et d'ailleurs, après, les gens se livrent, ils parlent et tout, puis moi, je leur explique comment ça joue par rapport à leur thème. Donc ça, c'est le vécu. Et puis, il y a toute la notion de cycle. Oui. Que Rudyard a apporté aussi. Oui, qui est primordial, parce que c'est vrai. Primordial, ouais. Donc, le cycle de la lunaison, Voilà, les aspects astrologiques, c'est-à-dire que chaque aspect n'a aucune signification en lui-même. Oui. Bon, déjà en fonction de ce que je viens de dire, dans la globalité du thème, mais chaque aspect est une phase d'un cycle entre 2 planètes. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'avant, les aspects étaient statiques quelque part. Voilà, par exemple, tu prends un carré entre 2 planètes, il faut savoir d'abord si c'est un carré montant ou un carré descendant. Hein, c'est-à-dire, tu vois, il faut savoir si c'est un carré appliquant ou un carré défluent, hein, comme on disait. Mais ça, ils le voyaient en astrologie traditionnelle. On l'étudie beaucoup en astrologie horaire, la notion de aspect appliquant, aspect défluent. En astrologie horaire, j'adore l'astrologie horaire. D'ailleurs, tiens, je vais faire un séminaire prochainement, de quelques jours, en Dordogne toujours, sur l'astrologie horaire, vue par l'astrologie humaniste et transpersonnelle. Ah bah écoute... c'est passionnant, l'astrologie horaire. Enfin bref, la notion de cycle est très importante. Donc on ne peut pas prendre un aspect et dire, voilà, tel aspect est négatif et tout. Non, c'est une étape dans un cycle. Hein, le carré montant, il précède le trigone montant. Donc si on travaille bien sur le trigone, sur le carré, qui demande un travail sur soi, ce que Berton il disait, le carré, c'est une marche d'escalier. Hein. Mais il y a la marche d'escalier carré montant, et puis après on passe au trigone montant, ce qui fait que c'est le trigone, c'est le fruit du travail qu'on a fait avec le carré, et ainsi de suite. Oui, il me semble que Rudyard avait toujours eu l'intuition que le temps était cyclique, et il en a eu la confirmation après en pratiquant l'astrologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il en parlait déjà dans le petit livre sur Debussy, dont on a parlé tout à l'heure, et que tout est cycle. Bon, d'autres aspects aussi de sa pensée est en filigrane, en gestation en tout cas dans ce petit livre, mais il a apporté à l'astrologie une notion qui n'était pas du tout intégrée, en tout cas à ma connaissance, bien que j'ai lu énormément de livres, de toutes sortes en français et en anglais. Il y a 800 livres dans ma bibliothèque d'astrologie, peut-être plus même, mais aucun n'aborde le cycle. C'est-à-dire qu'en fait, un aspect, on ne peut pas l'étudier en tant que tel. Bon, déjà, il faut l'intégrer dans la dynamique globale du thème, comme on a dit, mais aussi, un aspect entre 2 planètes est toujours une phase d'un cycle. Oui, c'est pas quelque chose de statique. C'est pas quelque chose de statique, c'est toujours un mouvement. C'est pour ça d'ailleurs que Rudyard, on tient compte des orbes bien sûr, parfois pas aussi rigoureuses que celles de la tradition, hein, ce qui fait qu'on tombe dessus à bras raccourcis pour dire ouais mais c'est pas de l'astrologie. Je dis non, là on est dans une autre dynamique. C'est pour ça qu'il a fait les phases d'aspect. 2 planètes ne sont pas forcément au sens traditionnelles en aspect exact, mais elles sont en phase d'aspect. Oui. Et tout commence à la conjonction. Tout commence à la conjonction. C'est une semence aussi, d'ailleurs. Voilà. Et ça fait tout un cycle d'une conjonction à une autre conjonction, comme le cycle de la lunaison. Oui, qu'il a aussi c'est lui découvert. Qui est à l'origine du cycle de la lunaison. Oui, en 8 phases. En 8 phases. Première phase, la nouvelle lune, la conjonction, nouvelle lune. Deuxième phase,
le premier croissant, 45 degrés. Troisième phase, le premier quartier, 90 degrés. Après, on passe à 135 degrés, la lune gibbeuse. Ouais. Et la pleine lune, le moment du cycle qui est très important, évidemment. Et puis on redescend, hein, le sesqui carré descendant, hein, donc qu'on appelle la phase de dissémination. Hein, le carré descendant, dernier quartier. Et puis on arrive à la phase balsamique, fin de cycle. Alors ça, j'utilise énormément en consultation, évidemment. Oui, et donc il en a tiré des types psychologiques déjà. Enfin, voilà, oui. Et puis aussi au niveau prévisionnel, enfin voir dans le cycle. Dans quel cycle on est. Alors, suivant la phase du cycle de la lunaison dans laquelle on est né, on a un profil psychologique spécifique. Rudyard, lui, il était né en phase balsamique. Et il disait, je suis comme Moïse, qui arrive vers la terre promise, mais qui ne peut pas entrer dans la terre promise, hein, puisque c'est l'histoire de Moïse, quoi. Mais il me dit, toi, tu es né en nouvelle lune. Donc ton rôle, c'est d'apporter, donc Sign-Man, et puis Apostolic Man. Hein. Et donc, ça donne un tempérament particulier, quoi. Quelqu'un qui est né au premier quartier montant, enfin, c'est un pléonasme de dire premier quartier montant, c'est premier quartier, il est montant de toute façon, ça a un sens très particulier dans son approche de la vie, ça donne une coloration en plus aux caractéristiques de la personnalité. Et ce que tu es en train de dire, c'est que quand il va revivre un quartier montant dans son prochain cycle de lunaison, Alors, ça peut être redondant finalement, mais sur un autre plan, parce que normalement, d'une nouvelle lune à l'autre nouvelle lune, en progression, c'est comme si à la nouvelle lune suivante, on passait un tour de spirale. Et donc, on va revivre aux mêmes aspects que dans le cycle précédent, quelque chose qui peut être identique, mais dans le contexte du moment, quoi. Et puis moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire comme ça. Vas-y, raconte-moi ça. J'ai vécu, quand j'étais étudiant à Paris, j'ai vécu dans une chambre de bonne, rue de Rennes, et une chambre de bonne avec un vasistas, tu sais, qui donnait sur la Tour Eiffel. De là où j'étais, on voyait la Tour Eiffel, la rue de Rennes. C'était d'ailleurs une chambre de bonne déplorable. Hein, vraiment. La vie de bohème. La vie de bohème, du temps où je suivais les traces de Miller. Mais j'étais heureux comme tout. Et 30 ans après, j'étais en phase balsamique à ce moment-là, et 30 ans après, peut-être donc fin de cycle, à la fin du cycle suivant, 30 ans après, en phase balsamique, je me retrouve à plus de 50 ans, à Paris, dans une petite chambre de bonne, mais de tout confort, avec un vasistas qui donnait sur la Tour Eiffel. Mais tu avais fait un tour de spirale et j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire, parce que Rudyard, il le disait, mais là, je l'ai vraiment vécu, quoi. J'ai vraiment vécu cette coïncidence, cette synchronicité entre ces deux mêmes phases de cycle à des périodes différentes, évidemment. Donc, oui, le cycle de la lunaison progressée, quand une personne vient en consultation, je regarde à quelle phase du cycle elle se trouve, du cycle actuel dans lequel elle est. Parce que je ne vais pas interpréter le thème de la même manière avec une personne qui vient en phase balsamique, qui est en train de terminer un cycle et qui va être appelée à aller vers quelque chose de nouveau, avec quelqu'un qui est au premier quartier, par exemple. Tu vois. Les transits ne seront pas vécus de la même façon. Les transits ne seront pas vécus de la même manière et n'auront pas la même signification, même si c'est le même transit. Admettons qu'ils aient tous Uranus sur le Soleil, ça ne sera pas un Uranus sur le Soleil, d'accord, mais quelle signification il a en phase balsamique, quelle signification il a en premier quartier. Ah oui, sa nuance considérable. Et ça permet de voir où la personne en est exactement. Moi, je dis, le cycle de la lunaison progressée, c'est la toile de fond sur laquelle on peut ensuite interpréter les transits, les progressions, tout ça. Parce qu'il nous donne la direction à suivre. Alors, à sa manière, André Barbeau aussi a travaillé sur les cycles d'une certaine manière. D'une certaine manière, c'est pas de la même manière. Oui. Beaucoup en astrologie mondiale. Lui, c'est surtout en astrologie mondiale. Je crois qu'il ne l'avait pas appliqué en astrologie individuelle.
Et puis ça n'avait pas des visées évolutives. Et il n'y avait pas derrière toute cette notion d'évolution. Quand on est au premier quartier, on demande qu'est-ce qui s'est passé à la nouvelle lune, qu'est-ce qui s'est passé au premier croissant, pour voir ce qui a émergé ou pas, si la personne a fait le boulot ou pas. Ouais. Parce qu'il y a une chose importante dans cette approche de l'astrologie. Il y a des choses qui sont inscrites, c'est ce que disait Vouga, mais tout n'est pas inscrit. Tout n'est pas inscrit parce que ça dépend de nous, ce qu'on va en faire. Ouais. Notre libre arbitre. Libre arbitre, tout ça. Ça dépend. Quand j'ai lu Hadès, tout au début de ma carrière, bon, j'ai tout lu Hadès, souligné tout ça. Et des fois, jeter le bouquin contre les murs parce que la philosophie, c'était pas du tout la mienne. Mais Hadès disait que les personnes qui avaient des planètes en maison 12, t'es foutu, quoi. Moi, j'ai 4 planètes en 12. J'ai plus qu'à me suicider, je me suis dit. Et pour moi, la maison 12, c'est, par exemple, pour prendre cet exemple-là, c'est la potentialité, si on prend conscience, la potentialité d'une ouverture sur d'autres mondes. Alors, on peut les avoir quand on a des planètes en 12, mais si on n'est pas dans un processus d'évolution, on peut être intéressé par des choses cachées, mais c'est quand même très important. C'est Berton qui a été très important pour moi à cet égard, parce que Berton, qui était poisson ascendant poisson, et qui avait le soleil en maison 12, je le raconte d'ailleurs, il dit avoir le soleil en maison 12, c'est le lever de soleil intérieur. C'est joli. C'est beau, hein. Oui. Et effectivement, en horaire, quoi. Bah oui, le soleil. Le soleil est en train de se lever dans la maison 12. Tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que. C'est pour ça, il éclaire la maison 12. Donc avoir un soleil en maison 12, on le trouve dans beaucoup de thèmes de mystique, de gens comme ça, mais aussi de gangsters. C'est la maison du secret, voilà, tout ça. Mais c'est vraiment... c'est comment tu le vis après. Voilà, c'est comment on le vit. C'est pour ça que je dis, au cours de l'entretien, la personne, je vais savoir où en est la personne exactement, dans ce qu'elle vit, elle me raconte ce qu'elle est en train de vivre, tout ça, et en fonction de là où elle en est, des transits et des progressions, et du cycle de la lunaison progressée, je peux lui dire, voilà, l'étape suivante. Quoi. Après, à vous de jouer. Et puis on en revient aussi à Jung, ce qui ne vient pas à la conscience nous revient sous forme de destin. Donc c'est ça. Il y a tout voilà, ce travail. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas intégré certaines énergies qui sont nous, qui sont refoulées, eh bien, on va attirer à nous des personnes qui vont nous rappeler. Moi, c'était les plutoniens, et les plutoniennes surtout. Tant que je n'avais pas compris cette énergie-là et que je ne l'avais pas intégrée dans ma propre vie, c'était des périodes difficiles, mais de prise de conscience extraordinaire. Oui, et puis c'est en ça, je pense que Rudyard a révolutionné quelque part l'astrologie. C'est-à-dire qu'avant, on y allait d'une manière totalement passive, en attendant la bonne ou la mauvaise parole, et puis que là, ça demande vraiment un travail aussi. Ça demande un travail, un investissement de soi-même, et une prise de conscience déjà, puis un investissement, puis après, on peut interpréter en fonction de ça. Il y a un proverbe qui était très traditionnel d'ailleurs, qui dit « les astres proposent et les hommes disposent ». Ça, je l'ai appris bien avant Rudyard, c'était dans tous les livres d'astrologie traditionnelle. Mais ça veut dire qu'effectivement, si on ne fait pas ce travail sur soi, on va le vivre, comme tu viens de le dire, sous la forme d'un destin parfois implacable. C'est ça. Alors que pas du tout. François Villers disait on est comme des marionnettes ballottées par le destin, mais c'est à nous de couper nos fils et à devenir... Exactement, c'est exactement ça. Et ça, Rudyard a apporté tout ça. Cette ouverture, ce travail sur soi. Quand on lit les livres de Rudyard, qui ne sont pas forcément des livres d'astrologie, il y a plein de livres de Rudyard que peu d'astrologues, même en astrologie humaniste ou transpersonnelle, ne lisent pas, vers une conscience planétaire, le rythme de la totalité, nouvelles approches, approches occultes du nouvel âge, je crois que ça s'appelle comme ça, en anglais c'était Birth Patterns for a New Age, c'était traduit, ils existent toujours, occulte préparation pour un nouvel âge, voilà.
Ça, ce ne sont pas des livres d'astrologie à proprement parler, ce sont des livres de philosophie, de métaphysique, d'enseignement spirituel. Il faut les lire si on veut vraiment comprendre Rudyard. Et donc, lui, il s'est nourri, enfin, ça a dû aussi vous rapprocher énormément. Vous aviez été un petit peu aux mêmes écoles, les philosophies de l'Inde. Ah oui, la philosophie orientale particulièrement. Il connaissait bien Yogananda parce qu'aux États-Unis, Yogananda c'est très diffusé, très connu, contrairement à la France et aux pays anglo-saxons. C'est bizarre, la France, c'est un pays à part, quelque part. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles on est réfractaire. Et c'est pour ça que Rudyard m'a dit, ta place, c'est en France. Ouais. C'est pour ça qu'il a quitté la France et que, que toi... Oui, il m'a dit, ta place, c'est en France pour que tu apportes cette vision-là à ceux qui veulent bien l'entendre. Donc, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et puis c'est mon destin aussi, finalement, puisqu'on parlait de destin. Ouais. Parce que, finalement, quand on regarde bien, je n'ai pas choisi d'être astrologue. C'est l'astrologie qui m'a choisi. Les choses se sont faites de fil en aiguille. D'accord, j'étais dans le courant, mais pour que je devienne astrologue, pour que j'aille voir Germaine. Sortant de Sciences Po et de l'ENA. Et tu disais tout à l'heure que j'ai eu la chance, le privilège de rencontrer Rudyard. Est-ce que c'est de la chance? Ou est-ce que c'est mon destin? On dit souvent qu'il faut provoquer la chance. Il faut provoquer la chance. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai correspondu avec lui au début, tout enthousiaste et tout, Germaine Hollet m'avait dit, mais oui, écrivez-lui, il sera content qu'un jeune Français s'intéresse à son travail alors qu'il n'était pas du tout traduit en France. Même si Ruperti commençait à faire des conférences, mais bon, il n'était pas encore connu, Ruperti non plus. Donc j'ai écrit, il m'a répondu, j'étais stupéfait. Je me suis dit, comment un homme pareil me répond à moi? Ouais. Et puis on a commencé à correspondre. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'il avait 85 ans. Je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Il faut que j'aille le voir, c'est mon maître, il faut que j'ai un contact avec lui, quoi. Et donc tu as passé 2 ans J'ai passé 2 ans aux États-Unis, à San Francisco. Alors comment ça se passait là-bas? Raconte-nous un petit peu. À San Francisco, j'étais donc avec ma première femme. On a loué une maison dans une petite ville de la Peninsula, on appelle la Peninsula, une petite ville qui s'appelle San Carlos. Et Rudyard habitait à Palo Alto avec sa dernière épouse, la 5e, Leila Raël, qui est devenue une amie, d'autant plus qu'elle était née la même année que moi. Et avec qui il a écrit beaucoup de... Oui, sans elle, d'ailleurs, tout le travail de Rudyard n'aurait pas été diffusé. Parce qu'elle a passé 10 ans de sa vie à faire connaître Rudyard, à le faire publier, à le faire connaître, à le booster, enfin, etc. Donc, grâce lui soit rendue, à Leila. Et donc, tous les matins, je prenais le bus là, sur El Camino Real, ça s'appelait, qui va tout le long de la côte ouest. Et donc, j'allais à Palo Alto, donc chez Rudyard, qui était à 20 minutes en bus. Et j'arrivais vers 10h, et puis on travaillait de 9h30, 10h, jusqu'à midi, 1h30, 1h30. On travaillait sur différentes choses, d'astrologie, de philosophie, tout ça. Il me montrait comment tout ça, comment il voudrait que ça soit traduit en français, par exemple, tout ça. Et puis après, on mangeait ensemble. Soit Leila nous préparait à manger, soit Rudyard faisait à manger lui-même, même à 85 ans. Et puis après, je rentrais chez moi, quoi. Oui, donc, et vous travailliez sur des thèmes, Pas spécialement, on ne travaillait pas sur des thèmes, mais on échangeait sur le sens de l'astrologie, sur la philosophie de l'astrologie. Il me précisait comment lui, il voyait l'astrologie et tout ça, qu'on retrouve dans ses livres, évidemment. Et donc, oui, il m'enseignait, quoi, d'une manière tout à fait... C'était pas un enseignement au sens formel du terme. Oui, oui. Mais c'était un enseignement de vie, un enseignement de vie, une transmission, quoi. Oui. Bon, et puis, alors c'est pas lui qui les a découverts, mais il a remis beaucoup au goût du jour les fameux symboles sabiens. Alors, les symboles sabiens, c'est pas lui qui les a découverts,
C'est Mark Edmund Jones, mais Mark c'est Edmund vraiment Jones lui qui a... C'est Mark Edmund Jones que Rudyard connaissait bien aussi, dont il a suivi les cours et tout, enfin, tous les cours néotés que j'ai d'ailleurs. J'ai tous les cours de Mark Edmund Jones. Ah ouais. En français d'ailleurs, certains traduits en français. Parce que et donc, Mark Edmund Jones, c'était à Los Angeles, je crois. Il avait une amie qui était médium, et puis dans un parc de je crois que c'était Los Angeles, enfin peu importe, il a mis 360 cartes Bristol, comme il y avait à l'époque, et sur chaque carte, il y avait un degré, le premier, un degré de bélier, 2 degrés bélier, il a tout mélangé. Et puis, là, c'était dans un parc, donc bien volontaire, et puis il tirait une carte, et puis la médium lui disait une phrase qui correspondait à la carte en question. Ce qu'a fait Rudyard ensuite, c'est qu'il a donné, toujours dans une vision de cycle, il a donné une dimension encore plus large et plus vaste au symbole sabian. Oui. C'est-à-dire que du premier degré du bélier, donc tous les symboles un degré après l'autre, par exemple, tous les premiers du premier degré du bélier au premier degré de la balance, on est dans la phase montante, et toujours pareil. Hein. Et après, etc. Oui, c'est des phases, c'est encore... Donc chaque degré est une étape dans un cycle de 360 degrés. Oui, et puis il les a élaborés, il les a structurés, voilà, et commentés, tout ça. Donc d'où le fameux symbole sabian, quoi, qui demanderait à être traduit, à mon avis. Mais enfin, je l'ai proposé, mais c'est un boulot de longue haleine. Tu as la version originale, j'imagine. Moi, j'ai la version anglaise, oui. Enfin, américaine. Enfin, je travaille aussi avec la version française. Mais je contrôle toujours si la traduction est bien celle qu'on trouve en anglais, quoi. Mais il a gardé les phrases intactes de cette voyante qui s'appelait Wheeler, je crois. Il les a simplement commentées, il les a pas... Ah non, il les a pas reformulées. Oui, c'est ça. Il les a pas reformulées. Il les a commentées et puis bien intégrées dans la notion de cycle. En tout cas, c'est étonnant, les symboles sabiens. Ah oui, c'est étonnant. Oui, alors, par exemple, quand on regarde le symbole de la nouvelle lune avant la naissance, ou le degré de la nouvelle lune du cycle dans lequel on est, quand les personnes viennent me voir en consultation, quelle que soit la phase du cycle de la lunaison où il se trouve, je regarde le symbole sabian de la lune et du soleil à ce moment-là. Le soleil étant toujours le but, ce qui convient de développer dans cette approche de l'astrologie, et la lune, c'est les moyens. Et sur un autre niveau, le soleil, c'est l'âme, et la lune, c'est la personnalité. Et à chaque nouvelle lune, le soleil, l'esprit, l'âme qui est en nous, donne un élan nouveau à la personnalité, la lune qui devrait progressivement, à mesure qu'elle évolue, qu'elle avance, et que sa lumière évolue, pour incarner l'élan original qui a été donné au moment de la nouvelle lune. C'est beau. Ouais, c'est beau, hein. Et quand on regarde notre vie, ce que je demande aux personnes qui étudient avec moi, j'aime pas les appeler mes élèves, parce que on est des amis, quoi, on est dans le même bateau. Hein, mais je leur dis, si vous pouviez prendre, par exemple, les cycles de la lunaison, d'ailleurs il y a un module dans la formation sur le cycle de la lunaison, et regarder les différentes étapes dans votre vie, à quoi ça a correspondu, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, comment est-ce que vous avez répondu à l'appel que la nouvelle lune vous demandait de développer ou pas, mais on le sait à la pleine lune. Quand les choses sont mises en lumière, si on a fait le boulot, tout est mis en lumière et tout ça. Si on n'a pas fait le boulot, bon, ben, c'est une tension, hein, c'est une opposition. Donc, mais on peut repartir à zéro, quoi. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'à tout moment, on peut reprendre le cours de notre destinée, de notre dharma. Bah heureusement. C'est ça qui est extraordinaire avec Rudyard. Donc les symboles sabiens, c'est important. Et j'ai pu le vérifier moi-même dans ma vie, comprendre certains événements majeurs de ma vie, quels que soient par ailleurs les transits et progressions qu'il y avait à ce moment-là, parce que j'étais à telle phase du cycle, ils ont progressé. Ça s'est donné tout de suite une autre perspective, quoi.
C'est extraordinaire. Donc si chacun peut faire ça sur son propre thème, dans sa propre vie, ça peut donner une compréhension encore plus forte du sens de vie. Oui, bien sûr. Puis une dimension symbolique. Enfin, Une dimension pas que symbolique, hein, réelle. Oui. À travers les symboles, comme disait Jung, les symboles sont vivants. Sont vivants. Oui, oui, tout à fait. Les synchronicités, tout ça, c'est extraordinaire. Et puis ce que j'ai, le séminaire que j'ai suivi avec toi sur l'approche astrologique des complexes psychologiques, bon, c'est pareil, c'est une vision totalement originale d'étudier les planètes par deux, par paire, oui. Par paire, la paire Lune-Saturne. Bon, alors là, j'avais jamais entendu parler. T'avais jamais entendu, tu vois, hein, même avec François Villet. Non. Et Claire Sant'Agostini. Non plus. Non plus. Ce qui prouve qu'il apportait quelque chose aussi. Hein. Oui, parce que il a divisé, donc c'est l'approche astrologique des complexes psychologiques, donc livre que j'ai traduit. Et il y a 4 paires de planètes. Donc la Lune Saturne, être un individu particulier. Comment cet individu particulier peut se manifester, la paire Mercure-Jupiter. Ouais. Comment cet individu particulier peut se reproduire à travers des créations, à travers les enfants, enfin tout ce qui est création, Mars-Vénus. On pourrait en rester là. Et puis la 4e paire, bon, on a vu Jupiter, Mercure, tout ça. Et on pourrait en rester là, parce qu'on reste uniquement dans le domaine socioculturel et de l'ego. Mais le but, c'est d'aller retourner vers le Soleil, donc le moi essentiel. Et c'est là qu'on passe à la 4e fonction, il appelle ça des fonctions, qui regroupe Uranus, Neptune et Pluton, qu'il appelle la fonction de transcendance. Ouais. Dont on a parlé aussi tout à l'heure. Dont on a parlé tout à l'heure, ouais. Et le but étant d'atteindre le Soleil Le but étant de faire en sorte que notre personnalité lunaire, ascendant, maître d'ascendant, etc., s'aligne sur la volonté solaire, sur le but solaire, sur l'âme. C'est l'âme qui devrait être le Krishna, quoi. Hein, comme dans la Bhagavad Gita, Krishna et Arjuna, hein, si tu connais un peu Krishna, Arjuna, c'est celui qui doit vaincre ses pulsions, tout ce qui est de l'ego, pour pouvoir accéder à cette dimension de transcendance. Quel boulot, hein? Ouais. Pas facile, hein. On connaît tous ça. Mais bon, au moins on a cet enseignement qui est basé sur les enseignements spirituels, évidemment, hein, nous donne un souffle, une dimension, un sens de vie. Ouais. Ça nous donne un sens dans notre vie qui fait que, bon, an, mal an, on sait que ce qu'on vit, ça a un sens. Ouais. Et que c'est pas négatif quand c'est dur. Au contraire, même, il faut qu'on passe, malheureusement, par des périodes difficiles pour oui, quand tout nous paraît absurde. Ça peut nous paraître absurde, c'est pour ça que je ne comprends pas que des gens puissent dire que la vie n'a pas de sens, que c'est absurde, quoi. Non, elle a un sens, il y a une finalité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les trucs darwiniens et tout ça, enfin, très à la mode dans les wokismes, mais non, il y a un sens, le but, c'est, comme disent les hindous, d'atteindre la libération, de se libérer complètement ou d'atteindre l'état de Bouddha. Oui. C'est le but de la vie, quoi. Oui. Mais d'après eux, il faut plusieurs vies quand même. D'après eux, il faut plusieurs vies, pas plusieurs. Oui, même. Enfin, j'espère que c'est la dernière. Parce que on a donné, hein. Mais bon, non, il faut le voir comme ça, tant pis. Alors je dis toujours, l'autre qui était avant moi, parce que c'est pas moi qui étais dans la précédente vie, c'était une autre personnalité. Oui. Mais mon âme, c'était celle qui c'était la même. Oui. Donc l'autre qui était avant moi, il ne m'a pas fait un beau cadeau dans cette vie. Hein? Et je dis, pour le prochain qui viendra après moi, je vais essayer de faire en sorte que ça va lui faciliter la vie. Et l'astrologie permet de faire ça. Mais encore une fois, ce n'est pas l'astrologie en tant que telle. Ouais. L'astrologie est un outil. Oui, oui, tout à fait. C'est le chemin spirituel. Oui. Hein, je dis toujours, je pourrais arrêter l'astrologie, mais les pratiques, ça, je ne pourrais pas. Oui. Parce que sinon, ma vie perdrait son sens.
Alors que ne plus faire de l'astrologie, ça perd pas de... C'est comme, tu vois, bon. C'est pas ça qui m'empêchera de vivre, quoi. Parce que c'est tout un sens. Et Rudyard, dans ses différents livres, a pu d'une manière, on va dire, pédagogique, dire ce que les enseignements peuvent dire aussi, mais à sa manière. Hein, il reprend les notions, par exemple, quand on parle des 4 plans de conscience, les 4 plans donc, biologiques, socioculturels, individuels, transpersonnels, ça rejoint aussi tous les chakras, toute l'histoire des chakras et de la Kundalini et tout ça, quand on veut bien voir ces associations. Oui, oui. Mais moi, je relis aussi, mais ça, je ne sais pas si j'ai pas pu en parler avec Rudyard, parce que c'est venu après, avec le travail de Joseph Campbell. Oui, la quête du héros. La quête du héros, oui. Ouais. Et ça concorde complètement avec, oui. avec ce que Rudyard disait. Je pense qu'il aurait été d'accord que j'intègre ça dans l'approche. Mais il m'avait dit, tu fais ce que tu veux, à ta manière. C'était son mot d'ailleurs. Il avait souligné à ta manière dans la dernière lettre que j'ai mise que je mettrai dans le livre sur Rudyard. Il a souligné à ta manière. En tant que chantre de la liberté. Bah oui, d'autant plus. Oui. D'autant plus. Et puis il est tombé sur un Verseau, donc. Ouais. Ah bah le Verseau, c'est le côté iranien est très 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 marqué chez moi, sauf avec les femmes. Bon, parce que j'étais plutôt dans la lune Poisson. Oui. C'est-à-dire que je vivais la lune Poisson dans son côté fusionnel, enfin désir de fusion, compulsif, tout ça, puis Neptune, tout ça. Alors que le Verseau, lui, demande l'autonomie, l'indépendance. Et d'une certaine manière, j'arrive à combiner les deux maintenant. Oui, cette quête du soi, cette quête du héros solaire, ça rejoint Jung, oui. Ça rejoint Jung. Ça rejoint Jung, le livre rouge, enfin tout ce que Jung a développé. Je redis que le premier livre de Rudyard, L'astrologie de la personnalité, était basé sur l'approche de Jung. Hein, la réalisation du soi, donc le soleil, hein, dans le thème. D'ailleurs, beaucoup de Jungiens qui ont suivi Jung ont repris ça aussi à leur manière, comme on parlait tout à l'heure de Joseph Campbell. Ouais. Hein, la quête du héros, c'est pour ça que je l'ai intégré dans mon astrologie. Je pense que Rudyard serait d'accord pour que je l'intègre, parce que c'est vraiment le fondement de cette astrologie-là. Ouais. Et puis... on est d'abord dans le milieu ordinaire, dit Campbell et Jung, le milieu ordinaire, donc pour Rudyard, c'est le milieu socio-culturel, où on est tous formatés, à aller tous dans la même direction. Oui, à vivre notre Jupiter. Voilà, voilà, il y a tout ça. Et puis, donc ça c'est, à un moment donné, on n'est pas des individus en fait, on n'est que des produits d'une société. Parce qu'on a intégré, on est formaté, conditionné. Là, la sociologie intervient, évidemment, et est très importante pour moi, hein, pour déterminer d'où une personne vient à l'origine, hein, de par sa culture, ses origines religieuses, sociales, etc. Il faut en tenir compte de ça. Hein. Et donc, à partir de là, on a un appel tous à un moment donné, notamment au moment de la nouvelle lune, progresser, ou au moment de grand transit Uranus-Neptune-Pluton. Il y a un appel qui nous pousse, la fonction de transcendance, qui nous pousse à aller vers notre soi, hein, puisque c'est le but dont parlait Jung. Hein. Donc, on va répondre à l'appel ou on ne va pas y répondre. Soit pour des raisons X et Y, on ne répond pas à l'appel, donc on reste enfermé dans le moule, ordinaire, le monde ordinaire. Mais à un moment donné, celui qui accepte de franchir le seuil, hein, il dit comme ça, eh bien, il va, il ne sait pas où il va, hein, parce que c'est angoissant. Ouais, c'est un saut dans le vide. Ouais, c'est un saut dans le vide certains ont vécu à plusieurs reprises. Moi, je l'ai vécu plein de fois, ça, ce saut dans le vide. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Mais le thème est là pour me dire dans quelle direction je peux aller pour me réaliser dans ce que je suis vraiment. Hein, et donc, bon, on y va, on a confiance, quoi. Je fais confiance, j'y vais. On franchit le seuil, mais là, on est dans un territoire inconnu où il va falloir affronter le dragon, c'est-à-dire tous nos trucs égotiques et tout ça. Hein, peur. Mais on rencontre des alliés.
qui vont nous aider, des amis qui vont nous aider. Eh ben, des astrologues. Des astrologues. Et des mentors. C'est-à-dire des gens qui ont fait le chemin et qui vont dire ah oui, si tu vas par là, fais gaffe, tu restes que. Tandis que si tu vas par là, c'est peut-être un peu plus ardu, mais là, tu vas pouvoir te trouver, te réaliser. Ça, c'est le cycle de la liaison progressée. Et en même temps que les transits, notamment Uranus, Neptune, Pluton. Et quand l'homme a découvert son Graal, sa mission de vie, il n'est pas encore réalisé au niveau du soi, évidemment, mais il revient dans le monde ordinaire pour partager avec ceux qui sont en quête et devenir lui-même un allié et tout ça. Mais à un moment donné... Oui, faut vivre en, faut vivre en société quand même. Dans le monde. Oui, il faut vivre dans le monde. On est dans le monde, mais pas de ce monde. Ouais. Mais à un moment donné, on croit qu'on est arrivé, mais pas du tout. Parce qu'il y a différents cycles. Et à notre phase du cycle, on a un nouvel appel. Pour pas qu'on reste... Moi je dis, on va pas rester un fonctionnaire, je vais pas rester un fonctionnaire de l'astrologie. Hein? Il faut quand même que j'aille encore plus loin, parce que je suis pas réalisé intérieurement. J'ai encore mes problématiques, mes passions, mes trucs comme ça. Je me bats, d'accord, mais ils sont là. Donc il faut retourner dans le monde extraordinaire pour faire le boulot, quoi. Ouais. Mais c'est étonnant de voir comment Rudyard a pu... et puis Campbell aussi ont pu éclairer, alors Campbell c'est complètement Jung, hein. Oui. C'est vraiment un Jungien, hein, et Rudyard aussi bien sûr, et c'est ça le chemin de l'astrologie, oui. C'est le chemin du héros, oui. Et de l'héroïne, hein, bien sûr. Et puis il y a la notion de synchronicité, bien sûr un thème astral ou une consultation astrologique, c'est bien un moment de... C'est un moment de synchronicité, tout à fait. Germaine Hollet me disait toujours, quand quelqu'un vient vers vous, c'est que son âme l'a conduite vers vous. Oui. Donc vous n'avez pas ni à la rejeter, ni à la... Oui. Hein, parce que des fois, il y a des gens, tu as envie de les foutre dehors. Oui, ouais, mais moi j'ai souvent constaté que les gens qui viennent nous voir, on retrouve des éléments de leur thème. Dans notre thème, ou des transits qu'on a au même moment. Bon, même maintenant, là où j'en suis, j'ai des gens de toutes sortes qui viennent. Oui. Hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours des correspondances d'âme à âme, quoi. Alice Bailey, dans un livre qui s'appelle « La guérison ésotérique », elle explique la différence entre... Bon, elle parle de psychologie ésotérique, elle. Hein, elle dit que la psychologie normale, comme elle l'appelle, c'est-à-dire le psychologue qui veut faire en sorte que on va chercher dans l'enfance, dans ce qui s'est passé à la naissance et tout ça, c'est bien sûr, mais ça c'est ce que Arnaud Desjardins appelle la psychologie. Mais il y a la métapsychologie, hein, c'est-à-dire la guérison, et ça, on pourrait changer psychologue par astrologue. Hein, il y a l'astrologue comme ça, ordinaire, comme dit Alice Bailey, puis il y a l'astrologue ésotérique, qui travaille d'âme à âme. C'est-à-dire qu'il va essayer, ce que Sri Aurobindo disait aussi, et Jung de toute façon, bien sûr, de partir de la conscience solaire de la personne, et parce qu'on est en contact avec la conscience solaire, on peut dissoudre toutes les problématiques de l'ego, de la personnalité et tout ça. Hein. Ce que dit la psychosynthèse aussi, par exemple, à Sajoli, quoi. Donc si je comprends bien, c'est à la fois un mouvement ascendant... C'est un mouvement ascendant et un mouvement descendant. Et quand les deux se rencontrent, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce. Alors, chez Rudyard, il y a quand même aussi toute la dimension artistique. Il a été poète, il a écrit énormément de poésie, et il a peint, il y a la musique, donc il a suivi toute sa vie. Il y a la musique, ouais, il y a la musique. Un livre que je recommande pour ceux qui sont intéressés par la musique et tout, c'est La magie du ton et l'art de la musique, un livre de Rudyard, qui n'est pas uniquement un livre d'astrologie, mais qui est un livre sur la musique. Et puis oui, et puis il y a des parallèles entre la musique il y a des parallèles entre la musique et l'astrologie, oui. Mon ami Jean-François Berry, qui est disparu maintenant, qui était un musicien, lui. Ah, oui. Il avait essayé de faire des correspondances entre... Oui, c'est des domaines qui m'ont intéressé aussi. Mais il y a des correspondances. C'est une quête de l'harmonie. Voilà. Il y a une harmonie. On parle bien, pour l'astrologie, la musique des sphères. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et puis c'est représenté, dans le temps, là, le thème astral était en carré, mais aujourd'hui c'est rond. Oui, c'est comme le cycle des quintes. D'ailleurs, en consultation, je dis, moi j'ai la partition, vous avez les notes. Ah, c'est joli. Ouais. Quand ils me racontent leur histoire, moi j'ai la partition et eux ils chantent, quoi. Et oui, c'est joli, ouais. Puis finalement, il était en rébellion, je ne sais pas comment on pourrait dire, par rapport à la musique classique. Oui, il était plus dans la musique de son époque, Edgar Varèse, j'ai lu Berg et tout ça, tu vois, qui a été marqué une rupture entre la musique très classique. Oui, il a été jusqu'à dire, j'ai lu quelque part que la musique classique était fasciste, quoi. Enfin, c'est peut-être un peu fort. Ouais. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, quand même. Oui. Parce que moi, j'adore la musique classique. Mais ABBA, la gamme de do majeur, à partir du moment où ça devient conformiste. Oui, c'est ça. Parce que les musiques classistes, mon compositeur favori, c'est Gustav Mahler. Ouais. Et c'est donc le passage entre la musique classique formaliste et déjà une autre musique, quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est très lyrique, quoi. C'est très, Gustav Mahler, quand on écoute la deuxième symphonie, tout ça, c'est extraordinaire, quoi. Mais beaucoup de musiciens, d'ailleurs, ont fait des liens, surtout des musiciens spirituels, on peut dire, comme Scriabine, au piano, tu sais, Scriabine notamment, comme Erik Satie. Oui. C'était un des théosophes. Hein. Ah oui, je ne savais pas. Vous étiez branchés dans tous ces trucs-là. Oui. Scriabine et d'autres, d'ailleurs, qui ont apporté dans la musique cette notion de transcendance, quoi. Puis il y a eu Holst qui a fait les planètes, tu sais. Holst, je crois qu'il s'appelait. Ça ne me dit rien. Les planètes, Holst. Ah oui, qui a écrit une musique sur chaque planète. C'est plus classique, ouais. Il a voulu faire des correspondances entre telle planète et la musique. Oui. Non, il y a eu pas mal d'études de fait. Alors ceci dit, Rudyard était aussi un poète. Oui. Effectivement, il a écrit des poésies. Un romancier. Il a écrit des livres qui sont presque des livres de science-fiction. Oui. Là, j'ai mis dans un poème qui s'appelle Élégique. Elle a écrit en français, c'est en français. J'ai mis la version originale de son écriture en français. Donc il était ça, il était également, il était peintre. Oui. Donc moi je disais que, par analogie, il était le pic de la Mirandole de l'ère moderne. Tu sais, pic de la Mirandole, au Moyen-Âge, quoi, à peu près. Il était d'un esprit universel. Oui, il a touché à tout, quoi. Ouais. Et Rudyard était très intéressé aussi par le côté scientifique. Il s'intéressait à la science, tout ça. Ce qui est moins mon cas, sauf depuis que j'ai découvert la psychologie, la physique quantique. Je pense qu'il aurait adoré. Mais il me semble qu'il en parle. Il en parle plus ou moins, mais ça n'avait pas l'ampleur que ça a maintenant. Oui, tout à fait. Ouais. Et je crois qu'on va peut-être en rester sur ce... je pourrais parler des heures. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Pour cet entretien absolument passionnant. J'ai quitté la France en 1916, quand j'avais 21 ans, pendant la guerre mondiale. Mais je suis resté ici la plupart du temps, surtout en Californie, parce que, à mon avis, particulièrement à ce moment-là, il me semblait que c'était un terrain vierge sur lequel je pouvais, en quelque sorte, me semer comme une semence formée à Paris, où j'étais né, et une semence qui, en quelque sorte, contient tout le passé de sa culture et de la vie humaine, mais qui aussi contient la possibilité d'une mutation profonde
qui peut transformer toutes les implications de la vie générale, la vie culturelle et la vie individuelle.